On va recommencer la présentation, la conférence, la présentation avec Dinesh. Je voulais juste vous mentionner que, en fait, Fire and Ice Montréal viennent de me dire que la diffusion live est aussi enregistrée et va être disponible donc sur la page Facebook de l'événement, et je vais la mettre aussi sur mon site internet. Donc, je les remercie beaucoup de s'être occupés de tout l'enregistrement et de la diffusion en ligne. Leur site, c'est fireandicemontréal.com. C'est eux autres qui ont le kiosque de nourriture pour animaux véganes aussi. Puis, en même temps, je vais en profiter pour remercier tous les exposants qui sont venus, la librairie Zone Libre, Sophie Sucré, Gusta et Loïc avec la littérature de Nuit debout Montréal. C'est pas mal ça, la littérature de Nuit debout Montréal? J'ai pas encore de nom défini, c'est encore des petits. OK. Loïc, avec aucun nom défini, mais de toute façon, c'est bien correct avec le type de littérature anarchiste que tu as sur ta table, ça fait très bien. Donc, je vais vous présenter Dinesh Waliwell. J'en ai parlé déjà au début. Il enseigne à l'Université de Sydney. Il est directeur de la maîtrise en droit humain. Il y a plus de 15 ans d'expérience de travail dans divers organismes luttant contre la pauvreté et pour les droits des personnes en situation de handicap. Ses recherches portent sur la nature des droits et de la souveraineté, la violence, les études raciales critiques et les études animales critiques. Comme je disais, il a publié un livre, The War Against Animals, dans lequel il analyse nos rapports avec les animaux comme une forme de guerre, et il étudie particulièrement le lien entre le capitalisme, les rapports entre le capitalisme et les animaux. Il a notamment publié en 2016 un article sur la résistance des poissons qu'on aime tous beaucoup. Il a aussi coédité le livre Animals in the Anthropocene, Critical Perspectives on Non-Human Futures avec des collègues de l'Université de Sydney. Et il travaille actuellement sur un nouveau livre on Foucault and Animals.
Aujourd'hui, donc, il vient nous parler de la situation des animaux sous le capitalisme et des possibilités d'action pour mettre fin aux violences envers les animaux. Merci beaucoup d'accueillir Dinesh. Can you hear me up the back? Is that okay? All right. Can I apologise that my French is really bad? I'm sorry that I'm delivering in English, and I hope you can understand me. And I just wanted to also start by saying thank you for the opportunity to speak. It's so wonderful to see so many people here. And I'd particularly like to thank Jacinta for organising today. Thank you to Christiane, to Fred, to Andrea for speaking before, and really setting the scene, I think, to talk about capitalism and how does this relate to thinking about animals. So I've called my talk The Werewolf, and I'll explain as we go on why I'm interested in the werewolf and why it's relevant. In the context of industrialised meat production, chicken catching is usually performed by human hands and is usually dangerous work. Workers will need to grab the chickens who resist being caught. They will hold them by their legs and stuff them into crates with many other birds. The crates will then be transported to slaughter. This process is frictional and involves a tussle between human workers and chickens who would prefer not to be caught. Some chickens will sustain injuries in the process, many will be injured, and many will arrive dead on arrival when they get to the slaughterhouse. Workers too will sustain injuries. It is hard work, and it's usually low paid. Various industrialised chicken producers are now currently trialling automated chicken catching machines for catching chickens. Capitalism always searches for new ways to extract profit from production processes, and replacing human labour with a machine is one way to create efficiencies. A chicken catching machine holds the promise of replacing a large number of low-paid human workers with a single apparatus or machine that can more smoothly shuffle chickens from barn to transport to slaughter. It's hard to do justice to a description of this machine designed to catch chickens in mere words, particularly words that are sanitised by the rationality of science. I urge you to go to YouTube and search for the phrase chicken catcher machine. Consult one of the videos that comes up and you'll be confronted by a device that looks like a large vacuum cleaner, and it's about the size of a small car. It is rolled over a dark compound containing thousands of chickens who desperately climb over each other to escape. As they submit to the machine, they are sucked inside, whisked away almost seamlessly and thrust into crates. The speed of their capture is dizzying. As each crate fills, workers close the doors on the incapacitated chickens, who are then transported to slaughter. What might capitalism look like for the animals who we use? Or alternatively, what might the world look like for animals who are caught within our capitalist production processes? This is in many respects a dangerous question. After all, we cannot see inside the minds of the animals we use. However, I'm not clear that the difficulty in judging what animals perceive is necessarily a barrier to trying to imagine what they perceive, or that trying to imagine what animals might perceive might fail to be productive on a political level. What might we imagine animals see when they look at capitalism? Part 1, the werewolf. At least one of the many interesting contributions made by Karl Marx in his first volume of Capital is a strong understanding that capitalism as a structure provided at least two different vantage points by which to view capitalism. The first perspective or vantage point, Marx suggests, aligns with political liberalism and treats the wage contract between the capitalist and the worker as a fair one, an exchange between equals. In this world, the worker simply trades their labour for money, and this choice is unconstrained, it is free.
The second perspective, which we more commonly associate with Marx, reflects the structural position of the working class and understands the wage contract as exploitative, and senses that history, far from being shaped by the fundamental agreement and by a social contract, instead reflects a deep conflict, a history written in, quote, blood and fire. In this latter view of capitalism that we associate Marx with, the choices made by workers are in reality not choices. The choice to sell one's labour is made in the face of the need to survive, since if we have nothing, if we own nothing, then working is the only option available to us in order to survive. Marx is able to offer at least two perspectives on the same phenomena, and this difference, in a sense, sits behind the fundamental economic antagonism between the money owner and the labour owner, that is, between the bourgeoisie and the proletariat. For Marx, this tension, this hostility between two perspectives, produces the distinctive relationship that is capitalism. But despite Marx's ability to look at capitalism from different perspectives, we know that he offers very few perspectives on what capitalism might look like from the vantage point of animals. What do animals see when they look at capitalism? Or more particularly, how are animals placed structurally with respect to capitalism? And what might this perspective reveal for our understanding of what capitalism is? I would like to argue here that what animals perceive when they confront capitalism is something like a werewolf. That is a terrifying, monstrous being which sucks or extracts life, labour and time from everything it turns attention to. The reason I refer to the werewolf is because Marx refers to this supernatural creature repeatedly in the text of Capital Volume 1. Marx refers to capitalism as a being that lacks rationality, a monster that is hyperbolic in its desires, a being with a voracious appetite, and he uses the phrase in German, Heißhunger, a being that sucks or vacuums all life in its path. There are two reasons I want to emphasise this understanding of what animals might perceive of capitalism, that is, capitalism as a werewolf. The first relates to the stark sense in which Marx highlights the existence of capitalism as an apparatus of domination, not an apparatus of freedom. I note here that this reading of capitalism as essentially a system of domination becomes most credible if we take the perspective of animals. We may know that there's a conceptual instability that haunts Marx's text on whether the exchange of labour for money, which belongs to the capitalist relation, is a relation of freedom or coercion. As I've mentioned, Marx changes his mind almost about this point within the text. However, if we take the perspective of animals confronted by a monomaniacal being who reproduces and nurtures animal life only to suck it dry of all value, then capitalism is only a system of domination. There is no free contract for animals. They are simply taken by a monster and devoured. This view that capitalism is merely a system of domination resonates partially with my previous work, and Christiane mentioned it, my book, The War Against Animals. In that book, I argue that we subject animals to large-scale systematic violence, and this violence is a materialisation of a self-declared human sovereignty over non-human animals. In this view, our anthropocentric claims to domination arise after we have conquered animals with large-scale violence, or war as I've described it, and we gain sovereignty through this domination and rationalise this, calling it a form of superiority. Capitalism intensifies this central thread of human history. That is, it intensifies human domination of non-human animals, so that today we use animals at a level that is completely unprecedented in human history. And Fred mentioned some of these figures. I think the 2013 figures suggest that there are 69 billion land animals used in 2013. And the closest estimate we have suggests that there are up to 3 trillion fish that are used annually globally. This does not mean that capitalism is simply an accomplice of human sovereignty. On the contrary, capitalism substantially alters the story with respect to animals in a number of fundamental ways.
including offering, I believe, some opportunities for change, and I'll talk about these in a moment. The second reason I'm attracted to the idea of a werewolf, of capitalism as a werewolf, is that it offers a compelling perspective on what animals might see, and in that it offers the perspective of a vision of a supernatural or perhaps unnatural being, neither human nor animal, not of this world, who has an insatiable appetite, a demand for life that never ceases. This exposes two features of capitalism that highlight a shift in the way that animals have experienced this production system as compared to previous systems, and shifts human relationships with animals in fundamental ways. Firstly, in quite a direct way, the models of industrial agriculture that have accompanied capitalism, the integration and intensification of production, the progressive introduction of mechanisation, and today fully automated systems, point to a slide for animals from production that involves direct contact with humans towards one that looks more and more inhuman in nature. The farmer has morphed into a mechanised monster. There's a degree of literature in animal studies which has drawn attention to our current predicament with respect to animals, and observes that this is a result of our loss of day-to-day contact with animals through production systems. We no longer see the animals we eat for food every day, and this leads to a contradiction in values when we, for example, compare the treatment of our pets to our farm animals. I'm offering here a very different narrative, which reflects the sense that animals are increasingly confronted by a system of production that bears the coordinates of something that is inhuman rather than human. That is a form of domination that is neither human nor animal. A werewolf, for want of better words. Secondly, Marx reminds us that capitalism differs from previous economic systems insofar as the aim of production is not specifically the commodity, but capital. That is, the commodity that can realise value within a capitalist system. In this world that we are caught in with today, production does not aim to produce commodities because of their intrinsic use value to us, but instead produces commodities because it is profitable to do so. This means meat is produced globally, not strictly because we need to eat meat, but because of the potential of meat as a site of profit. The implications this logic of production has for animals are grim indeed. During the 20th century, and now the 21st century, per capita global meat, fish and dairy consumption has expanded significantly, perhaps even exponentially, and not simply because humans have needed to feed themselves. On the contrary, this problem is complicated because producing animals as commodities is profitable on a global level, and the drive to produce new markets, new opportunities for expanding meat consumption is inherent to the logic of capitalism. In other words, capitalism creates gratuitous, excessive production, directs the human domination of animals towards a spiralling, voracious, unending demand for more and more meat, a demand, it would seem, that can never be satisfied. We know the costs of this vast mechanism of capitalism for ourselves is that this unstoppable excess literally is killing us and our planet, and we heard a little bit about that from Fred. But this evidence is not enough to halt this accelerated production. It would seem, at least on this front, that we are powerless to stop the machine of capitalism, as powerless to stop the machine of capitalism as the animals who we devour. Animals must surely confront this apparatus as one confronts a being who exerts an unending and expanding violence that has no connection to a rationally constructed need, but only reflects a kind of absurd drive for more and more consumption. Capitalism, in other words, is a monster, a violent force of domination that is insatiable. Part 2, contradiction. The werewolf is, in other words, a force of contradiction. Astute readers of Marx will be aware that contradiction plays an important conceptual role in how Marx thinks about capitalism. Marx is always attentive to the apparent divisions that are hidden behind apparent unity. So, for example,
while ruling elites might depict societies as composed of harmonious, unified and happy citizens, bound together by a social contract, Marx insisted that all societies contained divisions that were structured by the ways in which goods were produced and values were agreed upon. In the case of capitalism, as we know, Marx points out a tendency towards two fundamental classes who have very different interests or opposing interests. That is, those who own capital, the capitalists, and those who work, workers. This is a relationship of material and logical contradiction, something Marx is at pains to describe through much of his writing. In the case of animals, we have today, I believe, a perverse situation, which is suggestive of another contradiction inherent within capitalism. Namely, that the intrinsic use value of animals to humans, that is, their usefulness to us as a means of subsistence, is at an all-time low. Yet we use animals on a completely unprecedented scale, almost as if we cannot imagine living without them. A number of processes can be identified to make sense of this contradiction. I would argue that these processes are tied with the emergence of capitalism, industrialisation, and recently globalisation, all of which have fundamentally shifted the intrinsic use value of animals to us, and as I argue, to the point where we don't need to use animals, and that's part of the contradiction. The first is that some of the historic drivers of animal use have almost completely disappeared. We find this particularly in the view that animals should be regarded as a store of wealth, that is, act as a currency or a means of insurance, or that animals should work as draft animals in agriculture. The picture here is not necessarily straightforward. Recently, the UN Food and Agriculture Organization and other international organizations have been singing the praises of draft animals as the new environmentally friendly solution to poverty for smallholder farmers in Asia and sub-Saharan Africa. However, it's fair to say the overall trend seems to be towards the reduction in the use of animals as labourers on farms. In India, for example, which has traditionally had the highest utilisation of draft animals of any country, there's been a rapid decline in the use of draft animals, which has been accompanied by a growth in mechanisation. The second shift in the intrinsic use value of animals relates to animals for food. The question of whether we need animals for food is, of course, a contentious one, and I think you all know this, the contention. And in some ways, for animal advocates, it's an extremely infuriating question. Those who dare to suggest that there's no intrinsic need to eat animals are barraged with a range of perspectives, ranging from views that somehow humans are biologically predisposed to eat meat, to views that meat eating is a fundamental aspect of cultural and linguistic heritage and therefore represents a cultural right, to views that humans do favours to domesticated animals by using them for food, since this is a better life than the life animals would face in the wild, and in this case the argument is put that animals are exposed to starvation, disease and predation in the wild and therefore do better under human care. Finally, to views that the world cannot reasonably sustain vegetarian or vegan diets on a large scale. I'm not going to enter into those debates, and I think many of you are familiar with those debates, so I don't need to get into them. But I'd like to note two things. First, that despite a lot of international press, including from organisations such as the UN Food and Agriculture Organization, animal-based proteins do not make up the majority of the world's food intake. This varies, of course, by region. We know that the per capita intake of animal proteins in developed nations is relatively high, and the consumption in less developed nations is low. However, despite the stark divisions between different countries and their consumption patterns, and despite a growing per capita global consumption of meat, vegetable proteins remain the main way all of the world, particularly less developed countries, get their protein. Second, the same processes of industrialisation and intensification that have increased the use of animals have also increased the production of vegetables and grains worldwide. Per capita consumption of vegetable-based proteins
have continued to climb at the same time as meat production has continued to grow. We know that per capita meat consumption has increased, but in a weird way, this only underlines the world's capacity to produce grain, since the global growth of industrialised animal production has also been accompanied by an industry of vegetable protein production to intensively feed factory farm animals. This all means that there's more than enough evidence that the world has a fearsome capacity to produce vegetable protein, enough to feed the whole world. UN figures now indicate that 1 in 9 people face undernourishment globally, that is 795 million people. However, we know that people don't starve to death because there is a lack of food in the world. Indeed, the UN Food and Agriculture Organization in 2009 stated quite plainly, and I quote, "The world produces enough food to feed everyone." In other words, it seems reasonable to say that there is lots of food to go around, but we face problems in how to distribute available food efficiently. Indeed, we know that globalization and developments in transportation and refrigeration systems have enabled vast international distribution networks that might effectively respond if there were the adequate market incentives. Today, there are global export markets for fruits such as strawberries from California, or bananas from Central America, or frozen vegetables on the shelves of supermarkets that might come from China or Chile or Belgium. Recently, the Australian Foreign Minister from my home turf, Julie Bishop, proposed contracting out Australia's foreign aid program to private companies like Coca-Cola. She really proposed this. Her argument was that, quote, "Although remote villages and regions in the Pacific face barriers getting access to essential medicines, Coca-Cola is available everywhere throughout the Pacific," end quote. The question is, how do we create effective mechanisms to distribute resources? The global free market proves inefficient in responding to hunger and poverty, although it proves efficient in distributing Coca-Cola. And as many food wastage statistics demonstrate, we face huge inefficiency in using food resources effectively. In other words, the capacity to distribute commodities is present. We simply lack the value system to effect change. I'm describing all these facets of global food production to highlight the strange reality that in a way, animals have become less important to us in an intrinsic sense. The developments I've described that are part and parcel of capitalism, industrialization and globalization, have reduced the intrinsic use value of animals to humans, at least for food, to an absolute low point. Industrialization has progressively eliminated the need to use animals as draft power for industries. Indeed, arguably, it is only preventable poverty, which means that animals remain in use in developing nations for this purpose. We have the capacity through industrialized processes to grow plant protein on a massive scale. Despite the acceleration in the use of animals for food globally, plant-based materials remain the main way most of the world's population is fed. It is true that undernourishment faces too many humans on the planet. However, these are problems related to global inequality and the inefficient distribution of resources, i.e. problems related to capitalism itself, and not about the availability of animals for food. Globalization has given us the distribution networks to make plant-based protein available to a large number of people. Perhaps, as Australia's esteemed Foreign Minister has indicated, the distribution networks that make it possible to find Coca-Cola anywhere on the planet simultaneously make it possible to imagine plant-based protein being made available everywhere on the planet as the main source of food. In other words, from a structural perspective, and not just an ethical perspective, and thinking just about food, we don't need to use animals. They have little or no intrinsic use value to us as food items. Yet we use animals on a growing scale that has never been seen before. This hyperbolic situation is only a product of a world where our production processes do not reflect what is useful or has intrinsic value in itself, but instead surrenders all values to the extraction of life, surplus, money, value, profit to capitalism. That is, our value systems reflect the presence of a werewolf
in the room. What is the solution to this contradiction? There seem to be a few voices within animal advocacy and environmental movements arguing that we need to think about moving back to smaller scale communities. And I think I may be contradicting what Fred said earlier. The argument here is that if we go back to producing food within local communities and exercising control over production, then we might be able to address some of the forms of exploitation inherent to industrialised production, reduce the carbon footprint associated with food distribution network, and apply normative values to some forms of production, including paying more attention to what happens to animals. Usually these views go hand in hand with the idea of curbing economic growth and curbing human population growth. Underpinning these views is a justified disillusionment with capitalism, industrialisation and globalisation. But I'd like to offer another view. Capitalism, industrialisation and globalisation have given us the tools for imagining a world where the intrinsic use value of animals, at least for food, is near zero. We can finally imagine a world where most people, if not all, could feasibly survive without using animals for food. Of course, there are huge impediments to realising such a world, and the huge impediment is capitalism itself. But in a sense, it is interesting to note that we have reached this point where a world without the use of animals for food might be a technical reality, even if the political imagining of this world seems completely beyond any imagining. This certainly does not mean that capitalism, industrialisation and globalisation have been good for animals. On the contrary, everyone knows here that these processes have led to the intensification of the exploitation of animals on a massive scale. However, perversely, these processes have overseen a dramatic shift in the value system underpinning the domination of animals, so that perhaps for the first time, it is possible to imagine living without animal utilisation. I am thus suggesting that the story of animals under capitalism is a bittersweet one. Contradiction here produces immense, unnecessary violence against animals that we no longer have any intrinsic need to expose to violence in the name of our own survival. But simultaneously, it is the processes of capitalism, industrialisation and globalisation that have enabled a situation where we might imagine doing without this violence. Contradiction here is both violent, disorienting and alienating, and simultaneously productive. Marx noted that at a certain point in the development of capitalism, it will become apparent that most of the world were working for poor wages to produce most of the world's wealth, while a small elite took the world's wealth with little evidence of merit or effort for this profit. In Marx's view, this contradiction created the possibility of imagining a world without the capital owning class, since they quite literally contributed nothing to productivity. In other words, capitalism changes into an organism with a life of its own, one that can be no longer benefits necessarily one or two people, benefits most, but only benefits one or two people. Arguably, this reality is coming into view today as a reality, not merely because of the extraordinary inequalities that are being produced around us, the spectres of low wage and forced labour globally, and the unnecessary deaths and shortened lives of millions due to poverty and preventable illness. But it's also as a result of the problem of climate change, which in a sense is a problem of a monster that has created a world which we do not know how to stop. In this context, Naomi Klein calls capitalism, quote, the elephant in the room. And she does this in the context of the global debate around climate change. On the contrary, I prefer to describe this as a monster, as a werewolf, that we have created and is literally devouring our world before us. It is for this reason I want to emphasise the reading of capitalism as a werewolf, as a being that we are all dominated by, and one that threatens to suck us all into its wake. Telling the story of animals under capitalism becomes one way to shed a perspective on this force, this machine, this unworldly organism, since arguably animals see this monster without the clouded vision that seems to affect most humans.
Perhaps telling the story of animals under capitalism might not only offer an alternative logic for challenging the werewolf, but also might, in highlighting the contradictions in our use of animals, provide the means to challenge our anthropocentrism itself. Thank you so much. Ceux et celles qui voudraient aller vous chercher une bière pour la discussion, ne gênez-vous pas, c'est ce genre d'arrière. Et comment on fonctionne pour le micro? Je pense que si ça ne vous dérange pas de vous lever pour aller parler au micro, si vous voulez rester assis, en fait, je peux vous l'amener. Je pense que ce serait plus simple. Sinon, on répète la question. Ouais, je ne sais pas si les personnes sur le stream vous entendent sans micro. Il ne faut pas que je m'approche là parce que les deux micros vont être ouverts. C'est parce que pour la traduction, il faut absolument que ça passe par le micro. Si les gens veulent ça traduire, il faut qu'ils l'entendent. Bonjour. Ah? Oui. Mais moi, en fait, je vais parler plus du privilège d'être végane, parce que c'est pas tout le monde qui peut l'être. Si on remarque ici, la majorité sont blancs, plus que la majorité même. C'est assez difficile pour les personnes qui sont racisées, qui sont pas blanches, d'être véganes. C'est aussi très difficile pour les gens qui sont qui sont un peu plus démunis dans la vie de l'être aussi. Puis, par exemple, les étudiants, les étudiantes, moi je le suis, puis j'ai la misère. Je mange des ramen 3 fois par jour, déjeuner, midi, souper. C'est vraiment juste ça que je mange. Des fois, je mets du tofu dedans, mais j'ai de la misère à m'en trouver avec le budget que j'ai. Puis en fait, tout ce qui ouvre en ce moment de vegan en ville, c'est toutes des choses qui sont minimum. Mettons Copper Brunch, qui était supposé être un fast-food, ben c'est 8$ le plat. Le burger, c'est 8$. On n'a pas les moyens de l'être. Il n'y a pas de banque alimentaire qui nous fournisse la nourriture végane. La plupart qui sont encore plus démunis que moi, ils n'ont pas l'argent d'être véganes, ils ne peuvent pas choisir ce qu'ils mangent, ils n'ont pas le choix d'attendre que les banques alimentaires leur en fournissent. Mais c'est vraiment ça, le véganisme, c'est hyper important pour moi. Je milite pour ça, puis je ne vais pas devenir omnivore parce que j'ai de la misère à manger, mais tu sais, on peut peut-être trouver des solutions au lieu de tout le temps ouvrir des trucs qu'on n'a pas les moyens de se procurer, des trucs qu'on voudrait avoir, qu'on voudrait favoriser, mais qu'on ne peut pas parce que, ben, on n'a même pas d'argent pour payer notre loyer, ben, je trouve que c'est un privilège à prendre en considération. Bravo. Ouais, c'est vrai. Et merci pour l'intervention. Donc, ce qui peut être clair, c'est à propos du privilège vegan, du fait qu'il y a peut-être un côté bourgeois, un côté où est-ce que c'est pas accessible à tout le monde. Je pense que c'est un point extrêmement pertinent qu'il faut répéter. Et c'est pour ça, je crois que si on parle de véganisme ou de cause animale, il ne faut pas juste parler des animaux, il faut parler des êtres humains. On partage toujours le même sort. Ça démontre, à mon avis, à quel point les oppressions sont reliées. Si on veut aider les animaux, il faut aussi aider les êtres humains. Il faut combattre les inégalités sociales et économiques. Pour rendre ça intéressant, accessible à tout le monde et pas juste l'avoir d'une seule manière, d'une seule perspective pour une seule classe sociale. On pourra en discuter très longtemps, mais je pense que c'est pourquoi il faut aussi s'engager dans d'autres luttes politiques parce qu'elles valent la peine en soi d'être poursuivies, mais même si on croit juste au véganisme, ça vaut la peine aussi pour le véganisme, évidemment. Oui, je pense que j'abonde dans le même sens. C'est clair que dans les communautés pauvres, par exemple, on mange beaucoup du McDo parce que c'est pas cher. Et en effet, je pense que le problème d'attaquer le problème des animaux et de nos relations avec les animaux par le biais de la consommation, c'est que la consommation implique beaucoup de choix qui sont déterminés justement par nos situations de classe sociale, par nos moyens. Alors, il faut vraiment privilégier l'aspect production et attaquer la question de justice animale par ce biais-là.
et pas par les choix individuels. Je suis entièrement d'accord que c'est un grand problème dans le mouvement de justice animale et il faut arrêter de culpabiliser les gens aussi. Je pense que ça n'aide pas. Alors, il faut développer à l'intérieur du mouvement de justice animale une bonne analyse de classe. C'est important. C'est particulièrement important comme question qu'on est actuellement dans Hochelaga Maisonneuve, puis il y a 2 déserts alimentaires proches de nous autour ici. C'est une des raisons pour laquelle la coop de solidarité La Marante s'est précisément installée ici. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots sur justement le problème, la difficulté alimentaire ici, mais j'avais lu des études qui disaient que c'était seulement 5% des gens dans le quartier ici qui avaient accès à des fruits et légumes, 5% de fruits et légumes par jour. Il y a des sites internet que vous pouvez voir qui donnent les menus des enfants dans Hochelaga Maisonneuve. Donc à chaque jour, vous avez les scans des menus des enfants qui écrivent à l'école pour qu'on puisse se rendre compte puis vraiment comprendre ce que ces enfants-là mangent. Puis, donc je pense que c'est une question qui est particulièrement importante dans la situation géographique du quartier dans lequel on est ici. Puis c'est pour ça que la coop de solidarité La Marante existe et plusieurs autres. Puis je pense que c'est gigantesque, c'est important que ce soit la société civile elle-même qui devienne autonome au sens d'essayer de nourrir cette population-là. Mais on ne peut pas non plus faire comme si c'était simplement ces organismes-là qui avaient la responsabilité de régler ce problème-là. C'est un problème social qui est grave et il n'y a aucune chance que le capitalisme règle ce problème-là parce que ces gens-là, ils n'ont pas d'argent. Il n'y a pas de profit à faire sur cette population-là, sur les plus pauvres sur la planète. Oui, merci Christine déjà d'avoir organisé cet événement. Merci à vous alors. Merci Christine qui a quand même une partie de l'organisation, puis tout le monde de l'organisation, les intervenants, les participants. C'est vraiment super d'être avec vous. Je suis vraiment contente que ce soit une heureuse coïncidence qui est cette conférence pendant mon séjour. Puis c'est aussi grâce à Frédéric. Et puis d'ailleurs, je vais t'embêter Frédéric parce que mes questions sont pour toi. Ta présentation m'a vraiment beaucoup inspirée. Elle a proposé des solutions qui permettent vraiment d'imaginer un monde de demain, un monde différent, avec les animaux, puis voilà, avec un rapport repensé qui soit plus égalitaire, qui soit plus, je pense, comme on a tous envie qu'il devienne. Et alors, tu as mentionné le fait que on pourrait justement, on devrait idéalement leur laisser le choix de faire le choix, de savoir ce que eux voudraient comme type de relation avec nous. Puis je pense que quand on a eu des chats, des chiens, même des chevaux, on sait clairement quand ils veulent pas, puis ils nous montrent assez bien ce qu'ils veulent parce qu'ils nous connaissent aussi bien. Puis ils nous décodent mieux que ce que nous, encore, on les décode. Mais est-ce que tu as, puis j'imagine que tu y as pensé, à comment ils pourraient manifester justement leur choix d'une manière à ce qu'on puisse clairement comprendre ce choix qu'ils feraient, au-delà de juste venir vers nous pour avoir un peu de bouffe, des caresses, ou même socialiser avec nous, mieux nous comprendre, interagir avec nous. Parce que, vu que tu as plein d'idées, puis c'est ça, tellement révolutionnaire, je me demandais, est-ce que justement tu as des idées plus concrètes dans la manifestation de ces choix de manière compréhensible pour nous aujourd'hui? Puis comme tu le sais, en tant que juriste aussi, j'aime bien avoir un petit peu une dimension juridique concrète. Est-ce que tu as aussi pensé à peut-être une traduction juridique de ce que tu proposes, au moins pour quelques idées, quelques aspects, au-delà de la reconnaissance des droits fondamentaux des animaux qui sont théorisés par Valérie Giroud dans sa thèse de philosophie, à savoir le droit à la vie, à la liberté, à l'intégrité, aussi peut-être les droits politiques qui sont avancés par ton directeur de recherche, Kimilka, et peut-être aussi d'autres droits auxquels tu aurais pensé, qui pourraient être traduits dans la loi, ou dans le droit en général, et être respectés par les êtres humains. Donc voilà, c'est des questions générales, excuse-moi d'être aussi vague, mais bon, j'ai essayé de résumer un petit peu les deux points où tu m'as vraiment inspirée. Je pense que
c'est peut-être aussi des points qui ont intrigué les autres participants. Voilà, merci. Est-ce que oui, le micro fonctionne? Non. Oui, merci Sabine. J'ai pas du tout pensé à l'aspect juridique. Je suis désolé, c'est pas ma spécialité. J'espère que d'autres pourront le faire ou on pourra collaborer sur ce genre de problème. En fait, j'aimerais réagir sur un aspect avant de répondre à la question. Même si nos premières images, lorsqu'on pense de relations pacifiques avec les animaux domestiqués, ce serait les chats et les chiens, je pense pas que ce soit le cas. Et même dans les meilleures conditions, je pense qu'il y a un énorme problème, on pourrait appeler le syndrome de Stockholm. Ils sont en captivité, ils ont passé leur vie entière avec nous. C'est normal que par défaut, ils nous aiment, parce qu'on les nourrit, parce qu'on les caresse. Ils n'ont pas vraiment eu d'alternative. Alors c'est vraiment encore, même dans les plus beaux exemples, difficile d'imaginer de quoi aurait l'air un monde où est-ce que les animaux peuvent avoir un réel contrôle sur leur vie. Je ne sais pas. En fait, une partie de ce genre d'idée, c'est une partie de la réponse appartient aux animaux, de nous dire comment ce qu'ils peuvent vouloir nous montrer, quel genre de vie ils veulent. Et ça, c'est pas des idées que j'invente, c'est beaucoup, ça se retrouve dans Zoopolis et d'autres textes de ces auteurs-là. Donc, oui, sinon, comment est-ce qu'on pourrait interpréter, leur donner plus d'espace et qu'ils fassent des choix? Avec la communication, c'est très difficile d'avoir une communication avec un animal, problème de traduction de langage. Les animaux peut-être communiquent plus par langage corporel que par signaux oraux. Encore faudrait-il des spécialistes, des éthologues qui nous aident à décrypter ça. Sans biais spéciste, il y a encore beaucoup de travail en éthologie qui sont vraiment, ils ont une perspective spéciste. Est-ce qu'on met peu en question la boîte dans laquelle les animaux se trouvent? Ensuite, je crois que c'est pas en donnant l'exemple nécessairement, mais c'est en donnant plus d'espace, montrant des opportunités différentes, possibilités que ces animaux-là peuvent exercer un choix. Et ça ne demande pas juste de travailler sur l'animal, ça demande à travailler sur l'environnement tout autour. Les animaux sont situés dans l'espace. Par exemple, sur la liberté de mouvement, lorsqu'on dit qu'il faut laisser les animaux décider s'ils veulent aller dehors ou pas, beaucoup de gens trouvent ça absurde parce que c'est un danger constant à l'extérieur. Exactement, il faut repenser l'espace de la ville si on veut vraiment que les animaux puissent exercer un choix. En ce moment, un chien qui va dehors, il risque très fortement non seulement de se faire frapper. Oui, il faut le faire pour les enfants. Une ville est très dangereuse pour un enfant, une campagne aussi, pour d'autres raisons. Il faut repenser cet espace. Donc, on a besoin d'urbanistes, de géographes pour penser, pour envisager un projet antispéciste zoopolitique. C'est vraiment des questions très difficiles qui vont demander beaucoup de travail. Il faut repenser la voiture, il faut repenser les ponts, les rues. Peut-être interdire la voiture en ville et que ce serait plus d'espace piétonné, ça semble déjà plus pacifique. Mais encore, est-ce qu'il y a des heurts entre des individus de différentes espèces? Il faut savoir comment il est pensé. Ça se peut aussi que, comme pour venir sur les syndromes de Stockholm, un animal appartient à une famille, il appartient à une communauté, il appartient à un quartier, il rentre chez les gens si les gens veulent bien, mais il n'est pas obligé de rester tout le temps à la même place. On ne sait pas, en fait, ça va être vraiment à une bonne partie à eux autres de nous dire de quoi ça aurait l'air. Et nous, notre travail, c'est de les accompagner là-dedans, trouver dans quelle direction ça peut aller. Et ils vont faire des choix différents. Peut-être que les chiens vont vouloir nous accompagner toute la journée au travail. Peut-être que les chevaux, en bonne partie, vont vouloir se séparer tranquillement des sociétés humaines et vivre dans des plaines. Ce genre de choses qu'on ne connaît pas. Je vais arrêter ici, puisque je pourrais parler pendant des heures là-dessus, mais peut-être qu'une autre intervenante, même si c'était mon sujet, ça me fait plaisir de laisser la parole à quelqu'un d'autre. On arrête. Moi, ce que j'aime des recherches de Fred là-dessus, en fait, c'est que si les animaux décident qu'ils ne veulent pas vivre avec nous, ils veulent vivre leur vie librement, même si les choix qu'ils font ne sont pas nécessairement les meilleurs pour eux-mêmes, on a le devoir a priori de les respecter, pas dans toutes les situations évidemment, mais peut-être qu'ils ne font pas nécessairement des choix qui sont les mieux pour leur sécurité physique. Puis, mais on doit reconnaître, respecter qu'il y a d'autres choses que la sécurité physique dans la vie. Il y a des animaux qui vont préférer avoir une vie plus libre, curieuse, parce qu'ils sont capables de vivre leur vie indépendamment de nous, même si ça ne protège pas complètement leur sécurité physique. Chez les êtres humains, on fait ça constamment aussi. On fait du trade-off entre une forme de liberté et une forme de sécurité physique. Il ne faut pas être trop paternaliste envers les animaux. C'est correct? Merci, Sabine. Merci. Non, cette personne ici est là. Ouais, Ah, ok. Ok, salut. Dans le fond, moi, je voulais faire un commentaire à propos de la première intervention. Je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il y a une lutte à l'accessibilité qu'on doit faire. Je vais faire un parallèle aussi avec l'agriculture biologique, justement. Pourquoi c'est plus cher
tandis qu'on s'empoisonne clairement en mangeant des produits issus de l'agriculture chimique. Je pense que on peut penser les salaires sont trop bas, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment important de repenser cette accessibilité-là, puis de lutter pour ça. Puis moi, mon observation, comme une question un peu globale, c'est pourquoi, ça revient au début dans le fond de la conférence, c'était pourquoi diviser et créer un énorme fossé entre changement individuel et changement institutionnel. Est-ce qu'on peut continuer à prôner des changements institutionnels en ayant des incohérences au niveau individuel? Parce que selon moi, l'individuel a clairement un impact dans l'institutionnel, puisque ces institutions sont formées d'individus. Je pense qu'il y a une inefficacité dans notre combat lorsque les choix individuels continuent à contribuer à la domination des systèmes institutionnels qu'on dénonce. Je trouvais aussi qu'il y avait c'était intéressant le début avec Buteau et Rimbaud, parce que on voyait ça comme « Oh wow, c'est végétalien, c'est ça », puis c'était quasiment extrême de dire « Ah, ils prennent pas de coton parce que c'est colonialisme », mais à mon avis, il y a un recul énorme par rapport à ça dans le mouvement aujourd'hui. Puis on aurait encore plus de raisons justement de repenser nos modes de consommation. Puis je trouve qu'il y a un non-sens aussi lorsqu'on reproduit ces comportements-là dans les structures qu'on tente nous-mêmes de créer pour contrecarrer ces institutions-là. J'ai des exemples, admettons, des laits végétaux qui vont utiliser des sucres qui ne sont pas véganes, des produits véganes qui utilisent des noix de coco qui ont été cueillies par des singes esclaves, des associations étudiantes qui sont anti-oppression mais qui commandent la pizza. Bon, c'est ça, l'agriculture chimique qui pour moi détruit des colonies d'insectes, mais on va continuer à utiliser des produits non biologiques ou qui utilisent des pesticides parce que le biologique c'est pas non plus parfait. Donc c'est ça, fait que c'est mon observation, puis j'espère avoir peut-être des commentaires dans ce sens. I know you talk about that in your book, so. Thank you for the question. I suppose something I address in the book is whether so far animal rights movements or vegan movements have overemphasized individual actions at the cost of not exploring other opportunities for change. So one way to think about this for me is to think about, firstly, if we compare what we do to animals or the violence we expose animals to other social movements, what are the kinds of different strategies that are used by other social movements to address large-scale structural change? So if I think about something like anti-racist movements, it's really important for people who engage in anti-racist movements to take seriously their individual practices of anti-racism. So we would expect people who are engaged in a social movement around anti-racism to not be racist to other people. But we know that's probably not enough to challenge large-scale global structural racism. And so the kinds of tools we might use to address racism as a structure go well beyond the individual level. I agree with you, that doesn't mean we throw out veganism. It needs to be both. The focus has to be on both. One of the things that I really noticed was that there's an overemphasis, from my perspective, on the politics of consumption rather than what is required to address production. So if harm and suffering and death is caused at the stage of production in relation to animals, then shouldn't we be pursuing tactics that intervene at the stage of production just as strongly as we pursue tactics that are about how do individuals change their practices? The final aspect of this that I find potentially harmful for our movement is that an overemphasis on individual action means that we devote a lot of energy to purifying ourselves, if you like, becoming the most perfect vegan, or policing our community, vegan policing our communities, rather than addressing the fundamental problem, which is stopping animals being hurt and killed, right? And so, to me, I actually think what this does, it means that we don't spend the time that we could be spending really thinking through the structural problem of how do we stop this thing? How do we stop
this massive industry. Right? So from my perspective, I think there's a lot of benefit in shifting the balance. I think there's something really amazing about vegan culture at its most creative for imagining what would it be like to live a world, how would it change our eating and our practices with each other if we didn't use animals. But the flip side is that if we spent less time purifying ourselves and more time on strategy, on making alliances with other social movements to end large-scale animal agriculture, for example, then maybe this would do much more in terms of ending violence towards animals. Oui, merci pour ta question. Moi, j'ai tout le temps le gros trouble, justement, de passer un problème de genre du véganisme identitaire, t'es végane, t'essayes de avoir tous tes choix de consommation qui n'ont aucune forme d'exploitation animale, de ne pas participer, de ne pas coopérer, comme je parle du principe de non-coopération, donc d'essayer comme plusieurs personnes disent l'expression en anglais « having no blood on your hand », t'essayes de ne pas participer le plus possible. Puis ça, je pense que c'est important, mais il faut reconnaître que la division est trop... On fait souvent une division trop nette entre les véganes et les non-véganes au niveau des pratiques. Au niveau de l'idéologie, je suis d'accord. Je veux dire, il y a une division nette entre être végane et pas être végane, au sens de reconnaître qu'on devrait pas exploiter les animaux puis qu'on devrait s'en aller vers un monde sans exploitation animale. Mais au niveau des pratiques, comme Dinesh le dit dans son livre, il est vegan, mais le simple fait de vivre en Australie puis de vivre dans un pays industrialisé, ça fait en sorte qu'il bénéficie dans plein d'autres sens, même s'il est strictement vegan dans ses choix de consommation à lui, il bénéficie dans plein d'autres sens de l'exploitation des animaux. Donc, c'est pas une division qui est si stricte au niveau de la pratique. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Puis, ça peut être aussi excessivement... là, ça va être un témoignage, je suis désolée. Ça peut être excessivement difficile pour... Tu sais, comme moi, les premières fois que j'ai pris la parole sur le véganisme, je me sentais complètement imposteur parce que ma pâte à dents n'était pas de la pâte à dents nature, blablabla. Tu sais, c'est comme, il y a une limite où est-ce qu'il faut aussi être capable de reconnaître qu'on est d'accord avec ça au niveau théorique, qu'on veut travailler pour ça, même si dans nos pratiques actuelles, ça n'invalide pas notre voix, ça n'invalide pas ce qu'on dit, le fait que par en arrière, ça peut nous arriver de consommer des produits animaux ou justement simplement d'en bénéficier du fait qu'on appartient à une société qui est fondée sur l'exploitation animale dans plein de sens. Je pense que la question, c'est pas justement le choix individuel ou le choix structurel, c'est d'essayer de marier les deux le plus possible sans aliéner les gens, parce que c'est important qu'on veut des non-véganes qui viennent dans nos événements. Et on veut des véganes qui vont dans les événements de justice sociale qui sont... qui sentent bienvenus, qui ne sentent pas qu'on les considère nécessairement comme des traîtres, des monstres. Faut qu'ils soient on les voit comme des gens qui souvent manquent d'informations, souvent sont des gens qui ont besoin d'être accompagnés, puis ça peut prendre du temps à faire la transition. C'est pour ça que des fois, je suis totalement d'accord avec le fait d'être vegan au niveau individuel, c'est pour ça que j'essaie de dire, mais des fois, je pense qu'il faut faire attention, comme je le disais, au vegan policing. Une autre question, je voulais dire à ceux qui nous écoutent en direct, je ne sais pas s'il y en a encore, poser la question sur le mur de l'événement ou sur la publication qu'il y a. On va essayer de la transmettre. Il y en a une ou deux, je ne sais pas si on a le temps, mais on va prendre celle qui est présente ici en ce moment. Alors, on vous écoute. Je ne sais pas s'il est ouvert. Vous allez répondre à ma question, merci. En fait, pour encourager sur une note un peu pessimiste, un bon vegan est un vegan mort, comme on dit. Donc, on va au maximum de nos capacités. Puis je pense qu'en dehors de ça, on peut se décharger du reste du fardeau de nos épaules. En fait, mon commentaire, observation, question était un peu aussi pour faire du pouce sur la première intervention qui a été faite. Je crois que c'est sur un angle qui est peut-être un peu différent. Pour ma part, je crois que le seul privilège qu'on a en ce moment comme personne dans la salle, c'est celui d'avoir assez de liberté pour se rendre compte du monde opprimé qu'on est en ce moment. Je crois que le discours végétalien, vegan, de libération animale a énormément de liens en fait avec, touche énormément en fait toutes les populations qui sont un peu marginalisées, opprimées, beaucoup plus qu'elle touche la population d'élite qu'on a en ce moment. Je me considère quelqu'un qui fait partie de la classe moyenne très supérieure, disons. Puis
de mon point de vue, le fait d'avoir un mode de vie qui est végétalien au maximum de mes capacités, ça représente davantage un sacrifice de quelque chose. En fait, c'est plus un sacrifice que quelque chose qui est difficilement accessible, au sens où je trouve que c'est un mouvement qui est profondément lié aux luttes révolutionnaires, aux luttes d'opprimer pour renverser un système très structuraliste dans son ensemble, dans son fondement. Ça va appartenir beaucoup plus à une classe populaire qu'à une classe élitiste. Puis je pense que c'est là la beauté de la chose, justement, parce que je crois que c'est là que ça a le plus de chances d'aller toucher un maximum de personnes. Quand on parle que c'est difficile de se nourrir en tant que végétalien au Québec, ça me trouble d'une part parce qu'on a les seuls... Je vais être assez imagée, mais en même temps, c'est la manière que je m'exprime normalement et j'exagère toujours, mais on a la seule classe populaire ou classe pauvre qui se nourrit encore avec la viande. T'sais, on dit le coût du bœuf haché a encore augmenté, mais dans tellement de pays, le bœuf haché n'est juste pas la nourriture de la classe populaire, point. Que je trouve ça quand même surprenant. Pour moi, il n'y a rien de plus accessible que du riz et des lentilles avec un peu d'épices aux épiceries que de la nourriture transformée ou de la viande encore. Donc, je trouve que c'est un angle d'approche qui est un petit peu peut-être différent, mais qui est quand même à considérer au fait que si on veut changer les choses, oui, d'une part, de demander à la classe populaire, c'est de demander peut-être un effort qui est différent, mais je pense pas que c'est celle que je pense que c'est celle qui est le plus habituée à se priver, si je peux, d'une part, de demander à la classe élitiste de faire des choix différents et de sacrifier. Je pense que ça va être la partie la plus difficile, parce que c'est elle qui bénéficie au maximum, dans le fond, du privilège de l'exploitation animale, de l'exploitation humaine dans son ensemble. Donc, je pense que ça va être la cause la plus difficile. Pour le reste, je pense qu'on peut être... C'est un peu déprimant ce que je dis, je m'excuse. Mais moi, je le vois quand même d'un bon œil parce que, justement, je pense que c'est entre nos mains. Puis je pense que c'est la partie qu'on fait en ce moment d'éducation populaire, puis de réaliser les efforts qu'on fait, puis la chance qu'on a. Je pense que c'est ça qui va amener, justement, les gens à avoir davantage d'options, puis de comprendre davantage c'est quoi les choix qui vont s'offrir à eux. Donc, ça va élargir un petit peu nos horizons, puis espérons que ça va ouvrir un peu l'horizon de toutes les classes au final. Okay. En fait, on a... Je ne sais pas si on prend la question physique ou une question virtuelle. Virtuelle. Nous avons avec nous Carl Saucier-Bouffard, que vous connaissez. And the question is for Dinesh. So it's one of our friends. He's a professor at Dawson College, and he writes, Dinesh, you have convincingly argued that capitalism is only a system of domination for animals. I have come across many theoretical definitions of domination. What is yours? Thanks. I think my definition of domination is the use of violence to hold down the potentiality of an entity or a community, simultaneously with the ability of those who dominate to dictate the terms of knowledge or truth. That is, to be able to, and this, people who know Foucault will know, I've just given a kind of Foucauldian definition of domination. The ability to tell the truth or narrate the truth and pretend that that domination is not domination. The ultimate domination is one where you expose somebody to violence and then pretend that it's not violence. So to me, that would be my definition of domination. You just published a paper on freedom as freedom from domination. Oui, en fait, si je pourrais adopter une définition républicaine. Je ne sais pas si tu peux la résumer au micro. En tant que la domination de l'interférence arbitraire dans les domaines. La version de Philippe Petit des néo-républicains, tout ça. C'est les travaux de la Ligue. On prend une
Question physique? Oui, c'est bon. Ma question, c'est... j'ai deux questions. Une d'abord pour Andrea, puis une plus collective. J'étais surpris que tu n'évoques pas, mais c'est peut-être parce que tu l'as classé dans les questions philosophiques dont tu ne voulais pas parler. Dans les résistances du mouvement écolo, moi j'ai l'impression que le naturalisme, cette idée que si c'est naturel, c'est bien, est extrêmement présent. Tu mentionnais Paul Ariès, qui est vraiment un sale personnage. Et chez lui, je pense, j'ai pas lu en détail ce qu'il a écrit, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a une forme de... Il est conservateur de façon générale, il est conservateur parce que il pense que ce qui est naturel, c'est bien et il ne faut pas aller plus loin que ça. Et c'est la souffrance, c'est naturel, donc c'est pas grave de faire souffrir. Ses positions sur des sujets comme je sais pas c'est lui, mais en tout cas il y a une galaxie comme ça d'intellectuels français qui vont avoir des positions assez conservatrices sur, mettons, la procréation médicalement assistée, ou qui sont anti-eugènes juste parce que c'est pas naturel. Et c'est sûr que dans le mouvement environnementaliste, on peut penser que c'est quelque chose qui est assez présent. On a ce que j'appelle le sophisme naturaliste, donc penser simplement parce que quelque chose est naturel, c'est bien, et que le conflit avec le véganisme vient en partie de là. Donc voilà, quelle place tu donnerais au naturalisme, au sophisme naturaliste dans le clash entre le mouvement pour l'environnement et pour les animaux? Et l'autre question qui s'adresse plus à tout le monde, donc on parle de capitalisme, et puis on voit que le capitalisme au moins augmente la domination sur les animaux. La solution traditionnelle à gauche pour sortir du capitalisme, c'est de faire une révolution. C'est ce qui est présent chez Marx. En même temps, il me semble que le véganisme, le mouvement... Et puis la révolution contre le capitalisme, elle a été assez sanglante, quand on essaie de la faire, elle est violente. Ouais. C'est pas, j'en parle en pensant à une entrevue qu'il y a dans le Versus numéro 2 avec le philosophe français David Olivier, qui dit en gros, un des problèmes de la gauche, là, c'est qu'on est branché sur l'idée de révolution, mais il y a quelque chose de très violent dans la révolution, et justement le mouvement pour la cause animale, il est très non-violent, donc en un sens, il devrait être non-révolutionnaire. Donc en tout cas, ma question c'est, quelle est votre position aujourd'hui, si on est à gauche, par rapport à la question de la révolution? Est-ce qu'on peut être progressiste sans être révolutionnaire? Quelque chose comme ça. C'est une grosse question, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre à fond. Ce qui est du naturalisme, je pense que en effet c'est plus un sentiment chez les gens de droite. Je ne pense pas que les gens progressistes dans les mouvements environnementaux ont cette conception. Je dirais plutôt qu'ils ont une conception de la nature comme étant socialement construite, souvent. Alors il n'y a pas de conception très essentialiste de la nature, au contraire. En même temps, j'entends souvent par des gens qui ont une conception complexe de la nature. C'est souvent seulement quand il s'agit de manger les animaux qu'on a recours à l'idée que c'est naturel. Et ça m'embête énormément parce que c'est vraiment une contradiction avec leur pensée en général. Ça, c'est pour la question du naturalisme. Pour la question de la révolution, je pense qu'il faut dire qu'il n'y a aucune révolution aussi énorme que de repenser nos façons
de vivre avec les animaux et d'arrêter d'exploiter les animaux. C'est ce que je disais un peu dans mon discours, que vraiment, une des grands obstacles pour moi, pour le mouvement animal, c'est que les implications sont tellement énormes pour toute notre vie moderne. Alors, il s'agit d'une révolution. On propose une révolution. Pour ce qui est de la révolution classique de la gauche, ça a évolué depuis quelques temps. On ne parle plus du grand soir, c'est fini ça. Alors, c'est vraiment à travers un travail un peu moléculaire, avec beaucoup de changements, beaucoup de mouvements sociaux et le changement de rapport de force qu'on va y atteindre. Il y a bien sûr énormément de débats à l'intérieur de la gauche, comment on fait ça, mais c'est plus comme c'était avant, si c'était ça la question. Alors je pense qu'il y a des moyens de voir un processus démocratique vers un changement, une transformation sociale très complète. Sur la question de la révolution violente, pacifique, que ça ne fitterait pas avec l'idéologie végane, ce que je parlais tantôt, les anarchistes individualistes des communes, c'était des pacifistes, là, mais des pacifistes à fond. Sauf que pour eux, le pacifisme, ça ne veut pas dire genre laisser la violence se produire, puis au contraire, être pacifique, c'est désobéir aux lois, donc c'est toute la logique de la désobéissance civile. C'est pour ça que Gandhi avait dévisité le principe de non-coopération à l'oppression. C'est un principe de désobéissance civile, c'est un principe je dirais d'opposition qui est souvent... Les gens vont peut-être utiliser le terme de violence pour expliquer les types de positions auxquelles ça peut mener. Mais il y a des gens qui considèrent que notre manif pour la fermeture des abattoirs hier, c'était violent à cause de nos pancartes qui montrent des animaux. Mais qu'on exige, qu'on demande, les types de demandes qu'on fait. Mais moi, je fais une distinction entre réforme et alternative. Parce que pour moi, la révolution végane, la révolution aussi qu'on veut faire par rapport à toutes les formes d'oppression, les féministes demandent une grande révolution sociale par rapport à la façon dont on valorise certains types d'emplois typiquement masculins, dévalorise certains types d'activités, notamment les activités de care pour les... qui sont typiquement faites par les femmes. C'est une profonde révolution sociale que dire qu'on veut une société dans laquelle c'est les besoins des individus, les besoins de care des individus qui sont répondus sans égard à leur classe sociale, que les riches ne puissent pas plus facilement répondre à leurs besoins de care puis engager une nanny qui, elle, ne peut pas prendre soin de ses propres enfants. Pour moi, ça, c'est des révolutions dans la mesure où ce n'est pas des réformes du système qu'on demande. Pour moi, le côté réformiste, ça serait de dire, ah, ben là, ce qu'on veut, c'est de la viande heureuse, mettons. Mais si on développe des alternatives complètes à une forme d'oppression, c'est des formes de révolution dans ma tête, dans le sens opposé à réformisme, dans ce sens-là. Ça n'a pas besoin d'être une révolution armée. De toute façon, dans la manière dont on va aujourd'hui, je sais que les Américains essayent de s'armer contre leur gouvernement, mais je ne vois pas du tout comment, dans l'état actuel de l'échange des armes sociales, c'est possible. Par contre, je dois avouer que j'ai un grand plaisir à voir les anarchistes confronter la police dans les rues de Montréal. C'est des petites tendances. Je pense pas qu'on va gagner en faisant ces luttes-là, mais je pense qu'elles servent à quelque chose, des confrontations parfois violentes. Je veux pas critiquer du tout ces formes d'approche-là. Mais si on veut vraiment y aller à fond aussi dans le pacifisme, de faire une révolution qui serait possible sans être sanglante en ce sens-là, il faut s'attaquer complètement aux armes, tout court. Aux États-Unis, il y a des grandes possibilités d'alliance du mouvement pour les droits des animaux avec actuellement il y a un gros mouvement aux États-Unis. Il y a eu un shooting à Orlando incroyable. Puis il y a une mobilisation populaire pour s'opposer à l'influence, mettons, de la NRA. Mais ils acceptent le port des armes pour chasser. Ils n'acceptent juste pas le port des armes pour avoir dans la rue. Mais si, c'est une possibilité d'alliance du mouvement vegan et du mouvement anti-armes, de dire non, on ne veut pas juste s'opposer on veut s'opposer à toutes les armes, pas juste les armes de poing ou les armes qu'on a, les armes de chasse aussi, on veut s'opposer. Je pense qu'il y a des possibilités d'alliance avec d'autres groupes comme ça qui peuvent être assez radicales en un certain sens. Mais en même temps, est-ce qu'on veut
une population qui n'a aucune arme, puis l'État qui est complètement militarisé, puis qui a toutes les armes de l'autre bord, ça c'est un autre problème. Je pense pas que c'est ça qu'on veuille non plus. Thank you for a really good question. And it's one that comes up. I say that I'm a hippie. I don't know how to do violence. Like, I just don't know how to fight. I wouldn't know how to do violence. But at the same time, we face enormous, in our lifetime, I suspect we will all face enormous structural change, and we can't escape the violence that's going to come. So if we think about something like climate change, I'm fairly sure most people know that there has to be a fundamental shift in the structure of our economies or we're dead. Right? So we know this. The other thing that's potentially coming is around income inequality. So some economists, such as Thomas Piketty and Capital in the 21st century, have put forward the view that we are now approaching levels of inequality that have not been seen since Victorian England. And Piketty says, we know what happened. World War II happened, World War I happened, various revolutions happened when democracy and that level of inequality came together. For me, I think this means that there's actually a challenge for animal advocacy, which is to kind of get with the program with what other social movements are doing and be at the table when we actually negotiate what is the new world going to look like. I mean, hopefully there will be a new world or we're all dead, right? So I think there's something interesting in that challenge about how do we change our own practice. I'm not saying I want blood or anything. I think what I want to do, be able to talk about is strategically how do we work with others to make positive changes. Maybe just one more example that I think is about reform, but it's about how do we change the way we do animal advocacy. And I was talking to Valerie about this, and I hope you don't mind me talking a little bit about this example. At the moment, a lot of the world's fish comes from the Asia-Pacific region. In that region, there are many Thai fishing vessels. In fact, most of the vessels come from Thailand. And on many of those vessels, you have very low-paid workers and often slave labour employed. The bulk of those fish that are caught, around 70%, end up in North America. From my perspective, this production does not do any favours to anybody except the owners of fishing industries. Certainly, I think it's fair to say people in North America don't need more cheap fish. There's no need for this. This production does no favours to the workers themselves. So the beneficiaries are the elite who own the fishing vessels. As animal advocates, we have some choices. One choice might be that we keep trying to convince North American consumers to go vegan, or alert them to the issues in the fishing industry and ask them to stop eating fish. Another thing we could do is work with governments to regulate the fishing industry. And both things, I think, are happening in some ways. A different strategy is that we could work with trade unions in the Asia Pacific to ban slavery and unionise labour. This would fundamentally shift the cost structure of that fishing industry and hopefully mean the end of that industry. I don't have a crystal ball to say if that will work, but to me that's the kind of strategy, alliance building strategy, that I think is really possible. Right? And it would involve a shift in the way we thought about the problem. But importantly, rather than asking consumers to go vegan only as a solution, or only working with government, we instead work with the people who are equally, well not equally, but are deeply exploited by this industry and try and form alliances. Je veux juste ajouter un petit point là-dessus, parce que quand on parle d'alliance avec les êtres humains qui sont exploités, mais qui sont des exploiteurs des animaux, donc on peut totalement être opprimé, mais être aussi en situation d'oppresseur dans un autre sens. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça parmi les végans, tout ça je trouve que c'est important de le dire, mais
la job qui est la plus dangereuse au sens de meurtre, de mort, de mortalité, de taux de mortalité au Canada, c'est la pêche. La pêche au crabe. La pêche, c'est les pêches les deep sea fishing, la pêche en eau profonde. Donc, puis évidemment, on sait à quel point les travailleurs des abattoirs, c'est difficile pour eux. Je ne sais pas si vous savez, mais au Canada, ça c'est au Canada pour les morts. Je ne sais pas si ailleurs dans le monde, je pense qu'il y a des jobs qui doivent être beaucoup plus difficiles que la pêche, c'est au Canada particulièrement. Puis au Canada aussi, l'industrie des abattoirs, le meatpacking industry, ont demandé au gouvernement Trudeau de placer des réfugiés syriens proches des abattoirs parce qu'il manque de travailleurs et de travailleuses. Donc, on se ramasse dans des situations dans lesquelles c'est vraiment tu passes de réfugiés à travailleurs dans un abattoir, puis c'est ça qu'on te donne comme offre de vie, alors qu'en plus, la plupart ne mangent pas de porc. C'est une question, mais je voulais parler pour la pêche. On ne pense pas à quel point c'est difficile pour les pêcheurs eux-mêmes. Pour répondre à la question de Martin, je ne sais pas comment le changement profond va s'effectuer. J'aime garder les options ouvertes. Je pense qu'on va mettre tous ces substituts dans le même panier. S'il y a une révolution... S'il y a une révolution, j'aimerais ça pouvoir danser, en fait, pour prendre une autre phrase anarchiste, mais je pense qu'il y a plusieurs options. Mais je crois que le vrai changement ne viendra pas tant du mouvement animaliste, qui est encore très, très marginal. Je crois qu'il va être forcé par les changements climatiques. La crise des réfugiés à laquelle on assiste depuis quelques temps, à cause de la guerre civile en Syrie, ce n'est vraiment rien. Les experts disent que c'est rien comparativement à ce qui s'en vient à cause des bouleversements du climat. À cause, il y a des pays entiers de plusieurs dizaines de millions d'habitants qui vont être ensevelis, des grandes côtes, même partie en Asie, où des populations immenses vivent, ils vont se déplacer. En ce moment, les populations des pays privilégiés résistent de manière absurde à une petite quantité de réfugiés qui est vraiment une virgule de pourcentage de la population actuelle. Et pourtant, ça va juste empirer. Donc, il y aura une crise majeure probablement qui s'en vient sur cette question-là. Je pense que le mouvement antispéciste va devoir répondre à cette situation qui peut être soit une opportunité pour aider les animaux, soit ça va être une opportunité pour être encore plus exploité ou négligé dans un monde où il y a encore plus de violence et d'inégalité. Donc, on va falloir être très prudent, savoir comment... Il faut démontrer le fardeau de la preuve. La preuve est déjà faite. Il faut pouvoir communiquer, inspirer les gens pour dire que nos sorts sont liés. Le sort des êtres humains et des animaux sur cette planète sont liés à plusieurs égards. Juste une petite mot sur la révolution, c'est qu'on a tendance à la révolution comme quelque chose de gauche, mais en ce moment, ce qu'on voit, c'est une révolution de droite. Carrément, à travers l'Europe de l'Est comme l'Europe de l'Ouest, on voit la montée sans cesse de l'extrême droite. Et je pense que c'est vraiment à ça qu'il faut se préoccuper en ce moment actuel. Ouais. Je ne sais pas à quelle heure qu'il faut terminer, on prend encore des questions, mais comme ça, ok, parfait. On va prendre la question de la personne ici. Merci. Ok, du coup j'avais d'abord une remarque à faire, c'était quand on mentionnait cette idée de non-collaboration, pour moi, on peut difficilement, enfin c'est là que les idéaux anarchistes viennent se lier, parce qu'il y a cette idée que, pour moi, le problème de l'exploitation animale, c'est pas tant. D'accord, il y a des animaux qui sont exploités et violentés, mais le vrai problème, c'est que si n'importe qui en ce moment se mettait devant un animal, entre un animal et quelqu'un qui allait le tuer dans un abattoir, c'est la personne qui se met entre l'animal et la personne qui va le tuer qui serait hors la loi, entre guillemets. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a un système qui va protéger les gens qui vont tuer les animaux et qui va criminaliser les gens qui voudraient les défendre. Et du coup, il y a cette idée que, comment dire, on ne peut pas vraiment avoir les mains propres, puisque à chaque fois qu'on va avoir une force de police qui va se mettre qui va enlever, en gros, qui va laisser ce crime se passer, cette force de police, elle va le faire au nom du peuple, au nom de la population, au nom de la démocratie, et que du coup, c'est vraiment cette idée aussi de quelle manière est-ce que la force est usée, au nom de qui, au nom de quel principe, qui est aussi à remettre en question. Et c'est pour ça que pour moi, on ne peut pas vraiment avoir les mains propres, puisque dès qu'il y a un crime qui est commis contre un animal, il est commis et il est normalisé parce que les textes prétendument démocratiques qui ont été, par des prétendus représentants, sont considérés comme disant que du coup, on a le droit de le faire. Donc c'était aussi quelque chose que je voulais dire. Et une question que j'avais, c'était assez simple. Est-ce que vous pensez
est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt à prendre l'exploitation animale et l'exploitation des humains en général dans un système de salariat comme une grosse exploitation, ou alors est-ce que c'est utile de continuer à les séparer entre d'un côté les animaux et de l'autre côté des humains qui sont exploités? Je peux juste dire que le capitalisme, c'est un système qui transforme tout en marchandises. Et quand les choses sont marchandises, ils sont des objets, que ce soit des humains, des travailleurs ou les animaux. Alors, je dis toujours qu'on peut imaginer un système post-capitaliste où on exploite toujours les animaux, mais on ne peut pas imaginer la fin de l'exploitation animale sans aborder la question du capitalisme. Parce qu'il faut arrêter de réduire tout en marchandises. Je viens d'apprendre que le capitaliste ne fait pas de discrimination. Il aime exploiter tout le monde égal. Mais je n'ai pas vraiment grand-chose à... Peut-être au niveau analytique, c'est important des fois de faire des distinctions. Les animaux ne sont plus une masse homogène. Ils sont exploités de manière très diverse. Ils sont stades de leur vie, des fois de leur vie au complet, des fois lorsqu'ils sont morts. Mais je pense que c'est quand même pertinent, comme on a dit, de voir que la violence est assez homogène et partout. Merci pour l'intervention. Donc on a une autre personne? Oui? Allô, encore? Je peux répondre à ça, parce que je pense que Fred le sait déjà qu'il y a une réponse aussi un peu. Là. Par rapport, est-ce qu'on doit séparer les luttes ou les garder toutes homogènes? Je pense que... Comme dans le discours, est-ce qu'on va voir un humain, on lui dit t'es exploité comme l'animal, ou est-ce qu'on continue à dire que l'animal il est exploité à un niveau supérieur? C'est ça, après les luttes, elles convergent. Pas genre la distinction des types. Non. Ok, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais je veux dire quelque chose. Moi, en fait, je vais revenir sur la question des privilèges, puis me réexpliquer. Dans le fond, je pense que les privilèges peuvent être utilisés de manière positive, mais il y a une grande... la ligne est vraiment mince pour que ça devienne une domination. Par exemple, devenir vegan peut être extrêmement bénéfique pour les peuples qui ne peuvent pas l'être, qui n'ont pas l'opportunité de l'être. Mais, par exemple, si Shepard, qui va littéralement attaquer les pêcheurs qui essaient de survivre, ben ça, c'est une forme de domination qui, d'après moi, n'a pas sa place, parce que c'est pas la racine du problème, les pêcheurs. Les pêcheurs, on va utiliser le terme communiste, ce sont des prolétaires. Ce sont des personnes qui travaillent pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Ce qu'il faut attaquer, c'est pas eux, c'est le système. Donc, il y a une grande distinction à faire entre les gens qui font la job sale. D'ailleurs, Christian me l'a dit, c'est un métier quand même très à risque. Puis, ceux qui organisent ces jobs sales-là. Donc... Moi, j'ai une réponse à te dire par rapport à ça. Parle-moi de ça, il l'a déjà dit. Je n'attaquerai jamais un petit pêcheur. Je vais toujours attaquer les pêcheurs industriels. Mais il attaque les pêcheurs, il attaque pas les patrons. Non, il attaque les patrons. C'est pas les pêcheurs. C'est pas les patrons qui sont sur les bateaux. Oui, c'est les patrons qui sont sur les bateaux. Il a déjà dit, les petits pêcheurs, moi, jamais je vais toucher à ça. Jamais. Mais j'ai pris ici Sheffield en exemple, mais c'est pas que eux, là. Okay. C'est vraiment... Mais personnellement, je crois pas que les patrons se retrouvent sur les bateaux. Moi, je pense pas que les patrons vont mettre les mains à la pâte, là. Surtout c'est une grande institution capitaliste multimilliardaire. En tout cas. Est-ce qu'une personne voudrait réagir à l'intervention? Non? Sinon, on a une autre question sur Internet. Just to, again, this is why there's something interesting in the idea of working with fishermen or fisher people, workers themselves, to support the end to their exploitation. Part of that is because if we end slavery in the fishing industry, I suspect the fishing industry as we see it today is not going to be financially sustainable. So that's why I think there is benefit for vegans to say we are opposed to slavery in the fishing industry. That doesn't mean we support fish, eating fish, right? But it's actually a different way to address the problem. It's one that doesn't necessarily attack the workers. It's one that doesn't
only highlight consumption practices. It goes straight to the heart of production, but it builds alliances in the way that we work. Dans le fond, j'aimerais faire une petite intervention qui n'était pas tant par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'aussi on cherche des manières de... Avec la contradiction d'aider des gens qui travaillent dans une industrie qui finalement vont perdre leur job si on abolit l'industrie, c'est un énorme problème parce qu'on vit encore dans un monde où est-ce qu'on a besoin d'argent pour vivre, pour survivre. Comme on disait tout le temps, on vend notre force de travail pour survivre. Une solution qui est beaucoup plus discutée en Occident, mais ce serait intéressant de voir à quel point ça pourrait être appliqué à une échelle plus globale, ce serait une option parmi d'autres de le revenu minimum garanti. Donc, revenu citoyen, on donne une somme d'argent à toutes les personnes au pays sur une base mensuelle, par exemple, et c'est un salaire égal. Donc, ça assure le minimum qu'on peut pour répondre à nos besoins. Donc, on n'est plus obligé, on n'est plus forcé de vendre notre temps, de vendre nos habiletés pour la classe capitaliste. Et à ce moment-là, on peut beaucoup plus investir dans d'autres formes de travail, de contribution sociale, de travail communautaire, de travail avec les enfants, avec des personnes vulnérables, le travail du care, pourrait beaucoup plus encourager dans un monde où est-ce qu'on ne dépend plus de l'argent pour pouvoir se nourrir et avoir un loyer. Est-ce que c'est la solution à tous les problèmes? Non, mais ça peut être une chose parmi d'autres qu'on pourrait revendiquer pour émanciper les populations de ce besoin. Oui, Andrea aimerait intervenir. Un petit bémol, parce que je coordonne le prochain numéro de Canadian Dimension, ça porte sur le revenu universel. Je suis pour, en général, mais il faut faire attention, parce qu'en ce moment, les gouvernements néolibéraux utilisent ça comme prétexte pour couper, sabrer dans l'État social et les programmes sociaux. Alors, il faut toujours spécifier, quand on parle de revenu universel, quelle forme ça devrait prendre et que ça ne devrait pas servir comme raison de détruire les services sociaux et en laissant les gens encore plus démunis qu'ils étaient avant. Alors, c'est juste un... Oui, merci beaucoup. C'est effectivement le but qu'on vit une armée libérale qui veut couper partout et qui minéralise encore plus de gens. Je vais prendre une question qu'on a reçue en ligne d'une autre personne qu'on connaît peut-être, c'est Stéphane Crollo. Donc, une question très pertinente par rapport à ce qu'on discute depuis tout à l'heure. Concernant l'accessibilité à la nourriture, il ne faut pas oublier l'agriculteur. Les gens veulent souvent la nourriture pas chère, mais il faut aussi éviter l'exploitation des travailleurs agricoles, par exemple la main-d'œuvre mexicaine, ou les conditions de travail difficiles. Et là, il y a déjà une discussion en ligne, mais ici, on va essayer de la reproduire. Est-ce qu'un panéliste aimerait intervenir sur la question? Je crois qu'on venait de l'aborder un peu. Il y a le programme des travailleurs étrangers. Et il y a eu une grande controverse parce que le Canada a importé des gens d'ailleurs pour les payer moins, pour faire les mêmes emplois. Mais il ne faut pas tomber dans la piège de racisme et d'être contre les travailleurs migrants. Alors, la réponse, je crois, la réponse éthique et saine, et c'est ce qui se passe dans les milieux sociaux, maintenant dans les mouvements sociaux, pour les droits des travailleurs migrants, c'est de promouvoir les mêmes droits pour les travailleurs venant de l'étranger que pour les... Alors, il faut éviter d'avoir deux classes de travailleurs. Il faut permettre un accès à tous les services. Il ne faut pas priver ces gens-là de soins médicaux. Il ne faut pas créer une classe inférieure de travailleurs. Et ça réglera en partie certains problèmes. Une des choses aussi, c'est qu'en agriculture, des fois, on ne réfléchit pas à quel point, il y a 150 ans, c'était 80% de la population qui travaillait en agriculture. De nos jours, c'est à peu près combien? 1,5% de la population nord-américaine? Plus de prisonniers que de travailleurs agricoles. Je ne dis pas qu'on se soucierait nécessairement plus de leur sort s'ils étaient plus nombreux, je crois pas à ça, ça serait gentil, mais non, j'y crois pas pantoute, là. Par contre, si on pense à des espèces d'utopies véganes, on veut développer l'agroforesterie, on veut faire pousser plus de champignons au Québec, plus de noix, on veut, et que ça soit cueilli d'une manière qui ne soit pas dommageable pour les forêts, donc ça prend beaucoup de travail manuel, beaucoup plus de travailleurs agricoles et moins de machines agricoles pour aller utiliser ça. Donc, pour moi, une utopie végane, une transition végane dans
mettons au Québec, mettons qu'on parle au Québec, ça va impliquer d'avoir plus de travailleurs agricoles, ça va impliquer d'avoir plus de main-d'œuvre agricole. Est-ce que vraiment les gens, ça leur intéresse pas? Je pense que c'est parce que c'est si difficile le travail actuellement, mais on est capable de transformer cette industrie-là pour que ça soit agréable de cultiver de la nourriture, de faire de l'agroforesterie, ces choses-là. C'est vraiment... Ah, je reviens encore à la question du truc de care. Je veux dire, il faut remettre nos priorités à une place différente. Les gens sont payés plus cher s'ils vont vendre des voitures usagées ou s'ils s'en vont faire tel type de job vraiment nuisible socialement, alors qu'ils font des jobs super utiles socialement et sont moins payés. Donc, c'est réellement un problème de revoir socialement c'est quoi nos priorités. Puis ceux qui font du travail de care, et j'inclus les travailleurs agricoles dans le travail de care, qui doivent être valorisés socialement puis payés équitablement. Oui, jardiner aussi, c'est le fun. Ça bronze. Donc, on n'a plus de questions. J'ai l'impression que l'événement tire à sa fin. J'en ai une, moi. J'ai une question pour Andrea. C'est parce que tu as parlé des Greenpeace avec la chasse aux phoques. J'ai une question, c'est premièrement, c'est pourquoi est-ce que... OK, je vais essayer de poser ça de manière correcte. Pourquoi est-ce qu'on focus sur ces pratiques-là, dans le sens où, pour moi, c'est évident que si pour moi, c'est évidemment ethnocentrisme, c'est évidemment impérialiste de dénoncer la façon dont les autres cultures, les cultures minoritaires, les cultures étrangères traitent leurs animaux, si en même temps, on ne regarde pas la manière dont nous, on traite nos animaux. Donc, d'avoir des organismes comme Greenpeace qui défendent le fait de manger des cochons puis l'élevage, qui, eux, se mettent à cibler le fait de vouloir protéger les phoques, moi, je comprends pas. C'est sûr que ça va être... Il y a un aspect d'ethnocentrisme, il y a un aspect d'impérialisme là-dedans, dans un certain sens. Par contre, je pense qu'eux autres, c'est parce qu'ils se soucient des espèces et non des individus. Donc, le phoque est en voie d'extinction, le cochon n'est pas en voie d'extinction. Et là, la question est plutôt... parce qu'en fait, justement, le problème de focusser sur les minorités et les cultures étrangères, je pense que c'est le cas surtout du mouvement welfarisme, beaucoup plus que du mouvement pour les droits des animaux. On ne voit pas la différence entre manger du cochon ou du chien, donc on va avoir il n'y a pas de raison de faire une campagne contre la viande de chien pendant que nous autres, on mange du cochon. Mais je pense que si, pour le cas particulier de Greenpeace avec la chasse aux phoques, ce qu'ils doivent nous expliquer, c'est pourquoi est-ce qu'on doit se soucier on pourrait dire, de l'espèce au sens du groupe biologique qui s'éteint, qui est en danger, et non pas des individus particuliers. Ça, c'est une question plus large à rentrer en dialogue avec les environnementalistes pour se poser pourquoi est-ce qu'ils se soucient, on pourrait dire, d'abstraction d'un certain sens. Je ne veux pas trop critiquer l'aspect de vouloir protéger des espèces. Moi, j'appellerais plutôt ça des populations menacées, parce que je reconnais qu'en se souciant de populations menacées, ce qu'on aide aussi, c'est des individus qui sont en marge. Donc, je reconnais indirectement, mettons, une forme de valeur. Par contre, je pense que c'est ça, le débat avec Greenpeace sur la question de la chasse aux phoques, c'est moins... Il faut vraiment ouvrir le dialogue de c'est quoi qui a une valeur. Est-ce que c'est vraiment l'espèce? Est-ce qu'on peut remettre en question le focus sur les espèces en voie d'extinction, les espèces en danger chez Greenpeace? Là, tu reviens à la question que j'ai mentionnée au début, que j'ai dit que je laisserais aux philosophes le débat entre les concentrés et les concentrés. Alors, c'est quand même un débat un peu complexe. Je crois, comme toi, que c'est pas quelque chose qui est mutuellement exclusif non plus. Je crois que se préoccuper de la santé des habitats, c'est quand même aider aussi les individus. Et qu'il y a lieu souvent de se préoccuper des collectivités. Les espèces sont une forme de collectivité. Pour le cas particulier de Greenpeace, je pense qu'ils ne sont pas complètement incohérents. Ils ont toujours eu cette position de défendre le droit à la chasse pour les fins de subsistance. Ça, c'était leur politique. Mais ils ont fait leur réputation en protestant la chasse commerciale. Et là, c'est perçu par beaucoup de gens comme bizarre de les entendre parler de la fourrure de phoque durable. Ça paraît comme un changement. Ils essaient de
de rappeler à tout le monde que c'était toujours leur position. Alors, il n'y a pas un changement. Ils sont bien sûr en contradiction quand ils appuient, mais je ne pense pas qu'ils font ça de façon systématique, l'agriculture animale. C'est pas comme Greenpeace défend ça. Ils ne sont pas un organisme qui manifeste constamment contre ça, mais ce n'est pas un organisme qui se préoccupe de l'agriculture animale en particulier, si je ne me trompe pas. En tout cas, j'étais membre de l'organisme pendant très longtemps. C'est mon impression. C'est plus qu'ils n'en parlent pas, comme tous les autres. Mais je pense qu'ils ne font pas la promotion, mais pas du Sustainable Fishing, peut-être. Happy, Greenpeace. Pas d'impression. Je me trompe probablement avec David Suzuki. David Suzuki qui fait souvent ça, les Sustainable Fishing. Donc, ils font activement la promotion de certaines formes d'exploitation animale. C'est un organisme comme presque tous les organismes environnementaux. Quand ils se préoccupent de la question animale, c'est dans la sphère du welfarisme. Il y a vraiment presque aucun organisme qui va bien au-delà du welfarisme. Quand on regarde, par exemple, le parti du Parti vert du Canada, on parle du welfarisme. On parle de façon comme toujours un ajout à la fin, et il faut réduire sa consommation de viande. C'est vraiment ça. On le reconnaît, mais j'ai cité un rapport, le rapport de ce grand think tank, et leur explication pour cette réticence sur cette question, c'est que ces organismes ont vraiment peur d'un backlash populaire. Moi, je ne suis pas sûre que c'est ça. On a vu que les grands ONG environnementaux aussi sont très entremêlés avec les grandes corporations maintenant. Ils sont souvent ils ont des membres des grandes corporations sur leur conseil d'administration. Alors, si c'est vraiment qu'ils ont peur d'un backlash de la part de la population ou d'un backlash de la part de leur appuyeur financier, c'est pas clair pour moi. Je voudrais aussi mentionner, en terminant, je vais faire une que je n'ai probablement pas le droit de faire, c'est pas grave. Vu qu'on a parlé de la question des Autochtones aujourd'hui, je voulais mentionner que le Festival Vegan de Montréal, en novembre, on va avoir une Autochtone végane, Margaret Robinson et Micmac, qui va venir nous parler, est anglophone, la conférence va être en anglais, mais on risque d'en avoir une francophone l'autre année d'après. Parce qu'il y a des questions vraiment très importantes. Pendant très longtemps, trop longtemps, le mouvement de défense animale a ignoré cette question-là. La position un peu traditionnelle, officielle, c'était qu'on va focuser sur nos propres pratiques, on va laisser la question des Autochtones de côté. Donc, on ne rentre pas en dialogue avec les communautés autochtones. Pourtant, il y a des possibilités de coalition des deux côtés. On peut apprendre énormément de choses d'une culture qui est très différente de la nôtre en plein de sens. Ils n'ont pas vécu la même conception pendant très longtemps dans notre tradition, dans notre histoire, qu'il y avait une différence métaphysique, ontologique entre les êtres humains et les animaux. Je ne suis pas en train de romantiser leur culture, là. Je suis en train de dire que l'Occident a une histoire, une conception très différente des Autochtones, puis que les communautés autochtones sont souvent instrumentalisées sur la question du traitement des animaux par les gens qui essayent de défendre la légitimité de l'élevage, la légitimité des boucheries. Par contre, c'est vraiment pas évident qu'ils défendraient la légitimité des élevages des boucheries. Il faut faire la distinction entre chasse et pêche de subsistance et élevage et abattage, surtout d'animaux domestiqués, parce que la plupart de ces populations-là n'avaient pas d'animaux domestiques. Les animaux domestiqués sont arrivés avec la colonisation. Et en tout cas, Margaret Robinson explique des choses qui sont super intéressantes, en particulier dans sa culture, l'équivalent de notre Genèse, un peu, qui est un peu le récit, un des récits fondateurs de la culture Micmac, d'où elle vient. C'est un récit qui dit que
c'est mal de tuer des animaux. C'est mal de faire du mal aux animaux, c'est mal de tuer des animaux, on ne devrait pas le faire. C'est le récit de base. Par contre, il y a des exceptions quand c'est pour la stricte nécessité avec plein de règles. Donc, il ne faut pas tuer une mère qui a des enfants, il ne faut pas tuer un animal devant un autre. Donc, il y a plein de règles qui viennent à partir de là. Mais si elle a raison, en tout cas, pour ceux qui croient à cette histoire-là, ils sont un peu d'accord avec le principe du véganisme. En un certain sens, on est sur la même... On est du même bord de la clôture de ceux qui disent « Ah non, on peut faire absolument ce qu'on veut aux animaux parce que c'est simplement des êtres inférieurs, c'est pas grave si on les domine. » Et il y a aussi, si cette question-là vous intéresse, il y a aussi une écoféministe qui s'appelle Greta Garde, qui a écrit un article magnifique dans les années 80 sur la chasse la Macaw Whale Hunt dans les années 90, parce qu'on avait arrêté la chasse, même la chasse de subsistance aux baleines pour les peuples Macaw, parce que, bien évidemment, les populations, les colons, ils les avaient complètement exterminés pour l'huile. On prenait l'huile pour faire des lampes, des affaires de même. Donc, même eux, ils n'avaient plus le droit de la chasser. Puis à un moment donné, au début des années 90, les populations de baleines ont comme repris leur population. Donc, la communauté Macaw a demandé de pouvoir reprendre leur chasse traditionnelle. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à l'intérieur de ces communautés Macaw-là, celles qui s'opposaient à ça, c'était les femmes les plus âgées qui avaient connu les chasses et qui savaient que ça venait avec un gros bagage patriarcal et sexiste. Comme par exemple, c'est le chef de la tribu qui doit tuer la baleine pendant que sa femme reste dans sa maison, je ne sais pas exactement comment il appelle, et elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas manger, et si le mari n'est pas capable de tuer la baleine, c'est de la faute à la femme qui n'a pas fait les champs correctement. Donc, ça venait avec un bagage culturel excessivement sexiste et patriarcal, et ces femmes-là essayaient de dire aux jeunes femmes, laissez pas la chasse aux baleines se reproduire, ça vient aussi avec des structures qui vont vous nuire. Donc, il faut voir que ces sociétés-là ne sont pas... il va y avoir de la dissidence à l'intérieur même de ces sociétés-là. Et ça, c'est aussi la grande chance que le féminisme a été capable de voir dans le sens où... C'est sûr qu'il y a des cultures qui sont complètement misogynes, qui sont fermées à ça, mais à l'intérieur même de ces cultures-là, il y a de la dissidence avec laquelle on peut faire des alliances pour changer les choses. Donc, la règle de ne pas avoir de dialogue avec de ne pas dire « Oh, la question autochtone, nous autres, on les laisse de côté. En tant que véganes, nous autres, on ne se pose pas la question là-dessus. » Je pense pas que c'est la bonne stratégie à avoir, mais je pense même pas que c'est respectueux envers les Autochtones eux-mêmes, comme s'ils étaient pas capables d'avoir un dialogue moral sur ces questions-là. Merci. D'autres questions? Ça va pour les questions? OK, bon, ben, je veux remercier les trois panélistes, Frédéric, Andrea et Dinesh. Please thank the translator, who's done an amazing job. Jacinthe, c'est elle qui a tout organisé, puis vous ne l'avez pas vu, elle est cachée dans le coin. Et un gros merci encore à nos exposants et à ceux qui nous ont suivis sur Internet. Donc, l'enregistrement va être disponible sur via Fire and Ice Montréal sur l'événement Facebook. Merci beaucoup. Oui, je veux vous rappeler, si vous avez la possibilité, on vient juste de critiquer les ONG qui demandent des contributions, mais on n'est pas une grosse ONG. Donc, les contributions volontaires sont sur les tables. Et